Proust pour tous. Voilà, c'est le nom d'une version abrégée de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust que j'ai écrite, et ça m'a mis près de 4 ans pour l'écrire, pour que tout le monde puisse avoir accès à l'œuvre de Marcel Proust. J'ai mis cette plume pour montrer que quand elle est accrochée à mon oreille, c'est vraiment de l'intégral, du Proust intégral. Mais quand c'est ma version abrégée, je la retire. Donc, je commence aujourd'hui, c'est le numéro 1, première lecture, je commence du côté de chez Swann. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et, une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Il les consulte d'instinct en s'éveillant, et il lit en une seconde le point de la terre qu'il occupe, le temps qui s'est écoulé jusqu'à son réveil. Mais leurs rangs peuvent se mêler, se rompre, que vers le matin, après quelque insomnie, le sommeil le prenne en train de lire, dans une posture trop différente de celle où il dort habituellement, il suffit de son bras soulevé pour arrêter et faire reculer le soleil. Et la première minute de son réveil, il ne saura plus l'heure, il estimera qu'il vient à peine de se coucher. Quand je m'éveillais au commencement de la nuit, je me mettais à penser, désorienté que j'étais par une topographie inconnue de la chambre où je reposais, aux chambres d'autrefois, qui, elles aussi, avaient été effrayantes avant de devenir familières, domptées par l'habitude. La chambre de mes vacances d'enfant à Combray me revenait le plus souvent, mais aussi celle de Tansonville, chez Madame de Saint-Loup, où parfois je m'assoupissais avant de sortir le soir, ou bien celle de Balbec. Une fois tout à fait réveillée, je passais mes heures d'insomnie à me rappeler ma vie d'antan, à Combray chez ma grand-tante, à Balbec, à Paris, à Doncières, à Venise et ailleurs. À Combray, ma chambre occupait douloureusement mes pensées, car c'est là que je devais aller dormir et quitter pour la nuit ma mère et ma grand-mère. On m'avait donné, pour m'éviter de trop sombres appréhensions, une lanterne magique qui jouait les mésaventures de la pauvre Geneviève de Brabant, poursuivie jusque dans son château par l'horrible Golo. Malgré la distraction que me procurait ce jeu enfantin, un malaise m'envahissait lorsque, l'après-midi, je la faisais tourner, le mystère et la beauté même de ces aventures moyenâgeuses rompant l'univers apaisant que l'habitude avait fini par créer dans ma chambre domestiquée. Et je me précipitais dans les bras de maman lorsque l'heure du dîner sonnait. Pourtant, le répit était de courte durée, car je devais bientôt aller me coucher, tandis que ma mère resterait, après dîner, à discuter avec les autres, à l'intérieur de la maison ou au jardin si le temps le permettait. Les autres, c'était ma grand-mère, qui adorait la nature et aurait aimé rester tout le temps au grand air. Elle considérait d'ailleurs mon éducation confinée comme une profonde erreur, en cela en désaccord avec son gendre, mon père, qui s'intéressait pourtant sérieusement à la météorologie. Elle faisait de grands tours de jardin avant le dîner, interrompue par les cris poussés par sa serre, l'avertissant que son mari, mon grand-père, allait boire du cognac, chose qui lui était strictement interdite par son médecin. Cette scène me fendait le cœur et m'envoyait sangloter dans une petite pièce isolée de tout, mais embaumant l'iris. Je pleurais de la peine faite à ma grand-mère, pour le souci qu'elle se faisait pour son mari, sans pouvoir reconnaître
que ma santé, mon manque de volonté, l'inquiétaient bien plus que les petits écarts de mon grand-père. À l'heure de me coucher, ma seule consolation, c'était que maman viendrait m'embrasser dans mon lit, rapidement, pour ne pas agacer mon père qui trouvait ce rite absurde. Cependant, parfois elle ne pouvait même pas monter, les soirs où il y avait du monde à dîner. Les invités n'étaient en général que M. Swann, notre voisin, quoique récemment il ne vienne que rarement à cause de sa femme Odette, qui avait mauvaise réputation et que mes parents refusaient de recevoir. Et lorsque la cloche du jardin sonnait, tout le monde savait que c'était lui. M. Swann était très lié à mon grand-père, qui avait été un des meilleurs amis de son père. Et pendant toutes ces années de mon enfance où M. Swann rendait ainsi visite à ma famille, personne ne se doutait que leur ami fréquentait également une société tout à fait différente de celle dont il était issu, et qu'il était la coqueluche du faubourg Saint-Germain, un des membres les plus élégants du Jockey Club. Ce qui ne se concevait pas pour un fils d'agent de change, juif, si riche soit-il, et qui était censé frayer, comme tout un chacun, avec les gens de sa caste. Sa qualité de collectionneur d'antiquités était même mise en doute par ma grand-tante, qui pensait que Swann devait probablement se faire rouler facilement, lui qui n'évoquait à table que des histoires de voisinage des plus simples. Et c'est ainsi que je me rappelle le premier Swann, tel que je l'avais connu dans mon enfance, charmant voisin campagnard à la conversation plaisante mais banale. Pourtant, des indices auraient dû renseigner ma famille sur la nature de la société que M. Swann fréquentait. Un jour, ma grand-mère ayant rencontré une amie d'école, la marquise de Villeparisis, qu'elle n'avait pas continué à fréquenter en raison de leurs différences d'appartenance sociale et malgré une grande sympathie réciproque, celle-ci lui parla de M. Swann comme un grand ami de ses neveux des Laumes. Lors de cette visite à la marquise, ma grand-mère fit la connaissance d'un giletier et sa fille, voisins de mon ami, et qu'elle trouva extraordinairement distingués, alors que l'un des neveux de la marquise lui parut des plus communs. Un soir où M. Swann dînait chez nous et où il avait fait livrer une caisse de vin d'Asti à l'attention de mes grands-tantes, défenseurs de la vertu, et où la conversation avait été bien vivante, glissant d'un article du Figaro qui mentionnait un tableau de Corot dont le propriétaire n'était autre que M. Swann, aux coopératives suédoises, sans oublier l'évocation d'une soirée passée chez un de nos voisins, M. Vinteuil, et aussi Saint-Simon, les pensées de Pascal. Selon Swann, elles méritaient d'être dans le journal au lieu des chroniques mondaines sans importance qui, elles, devraient remplir les livres qu'on lit si rarement. Ce soir-là, je dus monter me coucher sans pouvoir embrasser maman. Je ne quittais pas ma mère des yeux. Je savais que quand on serait à table, on ne me permettrait pas de rester pendant toute la durée du dîner, et que pour ne pas contrarier mon père, maman ne me laisserait pas l'embrasser à plusieurs reprises devant le monde, comme si ça avait été dans ma chambre. Plus loin. Il me fallut monter chaque marche de l'escalier détesté. Plus loin. Cet escalier où je m'engageais toujours si tristement exhalait une odeur de vernis qui avait en quelque sorte absorbé, fixé, cette sorte particulière de chagrin que je ressentais chaque soir et la rendait peut-être plus cruelle encore pour ma sensibilité, parce que sous cette forme olfactive, mon intelligence n'en pouvait plus prendre sa part. J'usai d'un stratagème pour la supplier de monter me voir. Une lettre remise par Françoise, la cuisinière de ma tante. En vain, j'éprouvais une angoisse qui m'étreignait. L'angoisse que je venais d'éprouver, je pensais que Swann s'en serait bien moqué s'il avait lu ma lettre et en avait deviné le but. Or, au contraire, comme je l'ai appris plus tard, une angoisse semblable fut le tourment de longues années de sa vie, et personne, aussi bien que lui peut-être, n'aurait pu me comprendre. Lui, cette angoisse
qu'il y a à sentir l'être qu'on aime dans un lieu de plaisir où l'on n'est pas, où l'on ne peut pas le rejoindre, c'est l'amour qui la lui a fait connaître, l'amour auquel elle est en quelque sorte prédestinée, par lequel elle sera accaparée, spécialisée. Mais quand, comme pour moi, elle est entrée en nous avant qu'il ait encore fait son apparition dans notre vie, elle flotte en l'attendant, vague et libre, sans affectation déterminée, au service un jour d'un sentiment, le lendemain d'un autre, tantôt de la tendresse filiale ou de l'amitié pour un camarade.